6h15, bonjour à tous et bon réveil. Je suis ravie de vous retrouver sur i24 News. C'est l'heure de votre morning. On fait tout de suite le tour du sommaire de cette émission. C'était bel et bien un lundi noir pour la finance mondiale. La chute qui frappe les bourses asiatiques semble se propager en Europe et aux États-Unis. Aucune place financière n'a été épargnée. Un droit d'asile unifié dans toute l'Union européenne, c'est ce qu'ont exigé hier le président français et la chancelière allemande dans une déclaration conjointe et lors d'un mini-sommet à Berlin. François Hollande et Angela Merkel ont tous deux souligné la gravité de la crise des migrants en Europe, une situation, disent-ils, qui risquait de durer. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan convoque de nouvelles élections législatives pour tenter de sortir de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays après l'échec des tractations entre le Premier ministre Ahmed Davutoglu et l'opposition pour former une coalition. Et puis enfin, c'est le parc d'attractions le plus décevant au monde. C'est en ces termes que l'artiste Banksy décrit son nouveau projet, une sorte de paradis désenchanté pour adultes, un parc à l'image de la société. On y revient en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, bonjour à tous. Lundi noir était donc un lundi noir pour les marchés financiers. La chute des bourses asiatiques a entraîné, je vous le disais, une dégringolade de l'ensemble des places boursières. Les matières premières n'ont pas non plus été épargnées par cette boule de neige. Entre propos rassurants et thèses alarmistes, les avis des experts se sont succédés et contredits toute la journée. On fait le point tout de suite avec Chloé Desmoulins, on en reparle juste après. Lendemain de lundi noir pour les bourses mondiales. Ce matin, alors que la bourse de Shanghai dégringolait de plus de 6% à l'ouverture, l'indice Nikkei à Tokyo repassait au contraire dans le vert et gagnait 1,59 points vers 11h20, heure locale. Hier, la chute de plus de 8% de Shanghai et de 4% de Tokyo ont provoqué la dégringolade de Wall Street. La bourse de New York a sombré de plus de 3%. Un peu plus tôt, Paris lâchait 5,35%, tandis que Londres et Francfort cédaient plus de 4%. Les pertes enregistrées sont extrêmement lourdes. Pour les experts, 3 explications. D'abord, la croissance positive de la zone euro, avec en toile de fond les incertitudes sur l'issue des élections anticipées en Grèce. Deuxièmement, la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine qui pourrait intervenir très bientôt. Mais surtout, troisième facteur, le ralentissement de la croissance asiatique et plus particulièrement la révision à la baisse de la croissance de la Chine. Mais quand on regarde les données, la tendance est toujours à la baisse. Ça veut dire qu'au lieu d'une chute brutale, on essaye de l'étaler dans le temps. Donc je ne vois pas un plongeon d'un coup. Par contre, ce sera long d'en sortir. Selon les experts, ces secousses sur les marchés boursiers pourraient toutefois entraîner à moyen terme la baisse des prix des matières premières, en particulier celui de l'énergie. Plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs. Alors on en parle tout de suite avec Steve Oana, professeur de finance à l'ESCP Europe. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce matin, les marchés asiatiques ont ouvert avec une légère correction à Tokyo et à Hong Kong. Shanghai est toujours en chute. La question qu'on se pose, est-ce que cette situation risque de durer ? Alors là, on est rentré vraiment dans un phénomène financier, de contagion financière pure, où les marchés financiers obéissent à leur propre logique. On n'est plus du tout guidé par les fondamentaux économiques, la croissance, les bénéfices des entreprises. On est vraiment dans une logique purement financière, où finalement la montée de la volatilité entraîne elle-même sa propre montée, parce que plus la volatilité monte, plus des fonds et des banques coupent leur position de manière complètement automatique. C'est complètement algorithmique le processus. Et plus elles coupent les positions, plus la volatilité monte. Donc vous voyez, on rentre dans un engrenage financier. Donc a priori, pas de réel risque de tomber dans une crise économique mondiale. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il va y avoir une contagion de la sphère financière vers la sphère économique. Par contre, si à un moment donné, on voit que le secteur bancaire est grippé, c'est-à-dire que les banques ne se prêtent plus et ne prêtent plus à l'économie, alors, comme en 2008, il pourrait y avoir une contagion des marchés financiers vers l'économie réelle. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Steve Oana, on ne cesse de le répéter depuis ces derniers jours, l'éclatement de la bulle sur le marché de Shanghai a été la première cause de cette dégringolade. Y a-t-il d'autres raisons qui expliquent cette chute des bourses européennes ?
Oui, en fait, la chute de Shanghai a commencé dès le début de l'été et au départ, il n'y a pas eu de contagion vers les pays développés. Donc en fait, je pense que c'est plutôt la Grèce au début de l'été qui inquiétait les investisseurs en Europe, etc. Donc en fait, je pense que ce n'est pas tellement la Chine elle-même, c'est-à-dire le krach boursier chinois lui-même qui a provoqué la contagion. Quand on regarde, finalement, quand on décompose les sources de tension dans le marché, c'est beaucoup plus le Brésil, la Russie, c'est-à-dire les pays émergents hors la Chine qui souffrent plutôt que la Chine et les matières premières. Donc c'est une crise focalisée sur matières premières et pays émergents hors Chine. Alors justement, est-ce que cette crise en Chine peut avoir un impact sur le prix du pétrole qui est arrivé, je le rappelle, à son point le plus bas depuis 6 ans, moins de $40 le baril? Oui, alors déjà, je pense que la baisse est énorme. Là, en fait, on a atteint des plus bas depuis plus de 6 ans. Donc, c'est très, très significatif comme baisse. Des pays exportateurs de pétrole souffrent énormément. Je pense au Brésil, à la Russie et au Mexique. Bon, et aussi, la baisse du pétrole a un impact énorme sur des projets financés par la dette aux États-Unis notamment. Donc on voit tout un secteur, le secteur des obligations d'entreprise, très, très durement touché par la baisse du pétrole. Je pense qu'à un moment donné, on va atteindre un point bas. Peut-être qu'on n'y est pas encore. Et qu'une fois ce point bas arrivé, à ce moment-là, les anticipations vont changer et ça pourrait assainir énormément les marchés. Merci beaucoup, Steve Wana. Merci. Direction la France à présent avec ce sujet qui taraude le gouvernement depuis l'attaque du Thalys vendredi dernier. Comment rassurer les passagers des trains? Le gouvernement a évoqué de nouvelles mesures et notamment le renforcement des contrôles des passagers. Léa Berdugo. Le carnage a cette fois-ci été évité. Mais afin de se protéger contre d'autres attaques de ce genre, les différents gouvernements semblent déterminés à agir. Parmi les mesures envisagées en France, la fouille aléatoire. Ça veut dire qu'il y a des personnels spécialisés qui peuvent venir dire « Monsieur, vous ouvrez votre sac et s'il y a un doute, vous ne pouvez pas monter dans le train. » Sur le terrain, les inquiétudes semblent se dissiper. À Paris, destination du Thalys où l'attaque s'est produite, les passagers se montrent philosophes. Non, je n'ai pas peur de voyager. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive et que des choses de ce genre arrivent un peu partout. On ne peut pas laisser des terroristes nous faire peur. Il faut qu'on avance et qu'on passe à autre chose. Concernant le renforcement des mesures sécuritaires, les réactions sont mitigées. Ils vérifiaient 2 fois les billets de train. Et ensuite, il y avait des agents de sécurité à bord du train, à bord du Thalys. Ils marchaient en permanence. Ça allait, on se sentait en sécurité. Personnellement, j'ai pas trop envie qu'on fouille dans mes valises. Je serais pas contre des portiques s'il doit mettre des portiques, mais bon, ça va rallonger énormément les temps d'attente. Donc, bon, est-ce que c'est pour un pays comme la France nécessaire? Je sais pas, quoi. Fouille aléatoire, mise en place d'un numéro national pour signaler un problème dans les gares et les trains. Le gouvernement français annonce une batterie de mesures. Objectif, lutter contre la menace terroriste qui ne cesse de croître en Europe. La justice française doit décider aujourd'hui du sort d'Ayoub El-Kazani, principal et seul suspect dans l'attaque du Thalys. De nombreuses zones d'ombre persistent sur son parcours. On écoute tout de suite Maître Sophie David, son avocate. Il n'est pas très parlant sur son parcours proprement dit. À moi, il m'explique qu'il n'a bien évidemment absolument aucun lien avec quelque organisation que ce soit dans le cadre terroriste. Il se décrit plutôt comme quelqu'un de solitaire. C'est un SDF qui vit seul, qui s'arrange justement pour éviter un petit peu justement la population SDF qui est à côté de lui, puisqu'il indique vivre dans un parc qui jouxte la gare du Midi à Bruxelles. Il se décrit donc vraiment comme un solitaire, sans lien familial. Il a rompu tous ses liens familiaux. On ne sait pas encore pourquoi. C'est quelqu'un qui apparaît qui m'est apparu moi très affaibli, très calme, très calme par rapport au fait qui lui était reproché. Il s'est juste animé, je dirais, au moment où je lui ai rappelé qu'il était là dans le cadre d'une potentielle action terroriste. Là, il a commencé à s'animer en disant que c'était archi faux et qu'il n'avait rien à voir avec ça et que ce n'était qu'un voleur. Voilà comment il se décrit. Je ne suis qu'un voleur, j'ai juste voulu faire un braquage.
Ouais, on l'a vu depuis dimanche, la ligne de défense de Ayoub El-Kazani ne varie pas. Rudy, il continue à nier toute intention terroriste. Hein. Oui, devant l'étonnement par exemple de la population sur Twitter, évidemment, nombreux sont les internautes qui s'étonnent de cette ligne de défense, comme cet internaute qui parle d'une défense qui frôle le grotesque, à croire un article du Gorafi, vous savez, ce site parodique. En effet, depuis dimanche, Ayoub El-Kazani ne change pas de ligne de défense. Pour lui, il aurait trouvé les armes dans un parc de Bruxelles, puis a décidé de faire un braquage par la suite. Alors, est-ce que c'est une ligne de défense qui a été utilisée justement dans le cas d'attentat raté? Si on regarde les précédents cas d'attentat raté, on retrouve le même déni, la même technique. Alors, Sid Ahmed Glam, qui s'était blessé alors qu'il projetait un attentat sur une église à Villejuif, avait utilisé la même méthode. Hein, premièrement, se murer dans le silence dans un premier temps, puis ensuite réfuter toute visée terroriste pour finalement alléger les charges qui pourraient peser contre lui. Autre exemple dans l'attentat de Saint-Quentin-Falavier, dans lequel Yassine Saï avait décapité son patron Hervé Cordera. Il avait, lors de sa garde à vue, nié toute motivation djihadiste ou religieuse, prétextant tout simplement un différend professionnel. Là aussi, comme le plan n'avait pas été exécuté jusqu'au bout, aucune revendication de l'acte. Et puis, on a aussi le cas Mehdi Nemmouche qui, au moment où il s'est fait arrêter, a lui aussi nié. En fait, tous ces attentats qui sont commis par des loups solitaires, qui sont inspirés par Daesh, mais pas directement commandités, eh bien, quand ils sont ratés, eh bien, il n'y a aucune raison pour l'organisation de reconnaître et de revendiquer cet attentat. Alors, on préfère se désolidariser et pour le prévenu, on préfère nier, mais ça a été vraiment mûrement réfléchi, puisque à chaque fois, on a la même suite des événements, c'est-à-dire le silence, puis le fait de nier. Alors, nier leur évite de devoir donner des détails sur leur personnalité, des détails sur leur parcours et surtout des détails sur d'éventuelles complicités et donc de ne pas compromettre d'éventuels complices. Et puis, évidemment, les peines de prison encourues sont plus faibles quand la circonstance aggravante de terrorisme n'est pas retenue par les magistrats, ce qui explique donc cette explication un petit peu légère du prévenu. Merci beaucoup, Rudy Saada. Paris et Berlin accordent leur violon sur la crise des migrants. Alors, près de 7000 migrants sont parvenus ce week-end en Serbie par la Macédoine. François Hollande et Angela Merkel se sont rencontrés hier à Berlin. Ils ont réclamé une réponse unifiée de l'Europe. Écoutez les deux dirigeants français et allemands. Nous devons aussi mettre en œuvre un système unifié d'asile. Parce que c'est la condition dans un espace de libre circulation comme Schengen pour qu'il ne puisse pas y avoir de pays qui accueillent plus que d'autres en fonction de leur population. Il y a eu des comportements agressifs et xénophobes qui sont inacceptables. C'est écœurant de voir la manière dont des extrémistes de droite et des néo-nazis expriment leur haine. Mais c'est tout aussi scandaleux de voir la façon dont des citoyens allemands et même des familles avec des enfants ont soutenu cela en défilant à leur côté. Alors vous venez d'entendre Angela Merkel, c'est donc une politique d'accueil en Allemagne qui ne plaît pas à tout le monde. Ce week-end, des centaines de personnes se sont réunies à Heidenau à l'appel du parti néo-nazi NPD contre l'ouverture d'un centre d'hébergement dans cette même ville. Des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre, Julien. Oui, absolument. En fait, l'Allemagne est en première ligne dans cette crise des migrants en Europe. L'Allemagne, de manière générale, est en première ligne sur tous les dossiers importants. Mais vous allez voir tout de suite pourquoi, en fait, l'Allemagne... Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Les chiffres sont impressionnants. Merci. L'Allemagne, en fait, est en première ligne puisqu'il y a un record du nombre de demandes d'asile. Il faut comprendre, le précédent record, c'était 1992, lors de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, avec 438 000 demandes d'asile en Allemagne. Puis le rythme s'est ralenti en 2014 pour atteindre le chiffre de 202 000 demandes d'asile en Allemagne, un peu plus de 202 000. Et donc vous allez voir le chiffre de 2015, c'est une estimation évidemment parce que l'année n'est pas terminée, mais le chiffre est impressionnant puisqu'on attend sur 2015 800 000 demandes d'asile en Allemagne. Pour comprendre donc, voilà, 800 000 on le voit à l'écran, vous comprenez donc qu'avec des chiffres aussi importants, les tensions sont vives en Allemagne. 800 000, et ça s'explique comment, Éléonore? En fait, c'est parce que l'Allemagne doit faire face d'un côté aux réfugiés des pays arabes, mais également des Balkans. Alors comment réagit-on en Allemagne à cette situation?
Alors, on l'a entendu tout à l'heure, où on parlait de manifestations, d'Angela Merkel qui dénonçait les violences. D'abord, on va voir le côté politique. D'un côté politique, il y a une colère vis-à-vis de l'Europe. Le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel a qualifié de honte le fait que la plupart des États européens n'apportent pas leur aide. Il a dit « L'Europe est d'une certaine façon dans un sommeil profond et reste en mode vacances ». On est au mois d'août, il y a la crise, il n'y a pas de réaction de Bruxelles. Et au niveau de la population, on a noté plusieurs incidents graves. Angela Merkel parlait des manifestations tout à l'heure. On a noté 202 incidents graves entre janvier et juin et 150 incendies criminels contre des foyers de réfugiés en Allemagne, 150 juste sur les 6 premiers mois. C'est très impressionnant. Il y a aussi des vagues de haine sur les réseaux sociaux. Et regardez cette présentatrice télé allemande, Anja Resch. C'est une présentatrice qui en a eu marre de cette haine sur Facebook. Elle s'est exprimée en direct à la télévision. Regardez, la vidéo a été visionnée plus de 6 millions de fois. Bis vor kurzem haben sich solche Kommentatoren noch hinter Pseudonymen versteckt. Aber mittlerweile wird sowas längst auch unter Klarnamen veröffentlicht. Anscheinend ist das nicht mal mehr peinlich. Im Gegenteil, auf Sätze wie Dreckspack solle mehr ersaufen, bekommen sie auch noch begeisterten Zuspruch und eine Menge Likes. Jetzt kann man sagen, na gut, Idioten gibt es immer, am besten ignorieren. Aber es sind ja eben nicht nur Worte, sondern es gibt sie ja schon, die Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Die Hasstiraden im Internet haben ja längst gruppendynamische Prozesse ausgelöst. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten ist gestiegen. So kann es nicht weitergehen. Die Hassschreiber müssen kapieren, dass diese Gesellschaft das nicht toleriert. Wenn man also nicht der Meinung ist, dass alle Flüchtlinge Schmarotzer sind, die verjagt, verbrannt oder vergast werden sollten, dann sollte man das ganz deutlich kundtun, dagegenhalten, Mund aufmachen, Haltung zeigen, öffentlich an den Pranger stellen. Einige sehr verdienstvolle Blogs tun das schon. Aber es sind noch zu wenige. Der letzte Aufstand der Anständigen ist 15 Jahre her. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit. Présentatrice courageuse. Hein. Oui, absolument. Et en effet, c'est pas que des mots. Donc, je disais 150 incendies criminels et pays limitrophes de l'Allemagne, l'Autriche. Sachez qu'en Autriche, le titre le plus téléchargé sur iTunes, la plateforme de téléchargement légal, c'est une minute de silence, simplement. C'est l'artiste Raoul Aspel qui a eu cette idée et il revend les bénéfices à une ONG qui s'occupe de réfugiés. Merci beaucoup, Julien Baloul. Et on parle de ce nouveau pays touché également par l'afflux des migrants, la Serbie, qui voit déferler des vagues de migrants sur son sol sans être prête à les accueillir. Regardez ce sujet signé La Volbert. Ils sont plus de 7000. 7000 migrants retenus plusieurs jours à la frontière macédonienne. Depuis dimanche, ils affluent en Serbie. Les centres d'accueil serbes ont très rapidement été débordés. Ici, dans ce parc de Belgrade, ils sont plusieurs centaines à attendre dans des conditions critiques. Dernière étape avant d'atteindre la Hongrie, membre de l'espace Schengen. Nous allons en Hongrie, mais nous ne savons pas quelle est la situation à la frontière. Mais nous gardons espoir, nous n'avons nulle part où aller, ce n'est pas une vie. Aucun endroit sécurisé pour nous, pour nos enfants. Mon pays est en guerre, sans hôpital, sans travail, sans argent, sans sécurité. La Serbie a tout intérêt à faciliter le flux migratoire afin de rester une zone de transit entre la Macédoine et l'Europe. Ces dernières semaines, Belgrade a d'ailleurs déployé tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux migrants. Les habitants distribuent spontanément de la nourriture et des produits d'hygiène. Des dizaines de bus ont également été mis à disposition pour traverser le pays du sud au nord. Seulement, la Hongrie anticipe le flux de migrants. Une clôture de 4 mètres de haut et 175 km de long est en construction à la frontière avec la Serbie. Pas de gouvernement pour Athènes. Le président grec a proposé aux leaders de l'opposition puis aux dissidents de Syriza de former une coalition suffisante pour un nouveau gouvernement. Aucune de ces formations n'a réussi ce défi. Des élections législatives anticipées se tiendront donc le 20 septembre. Des précisions de Solal Azerouane. Les Grecs n'ont plus de gouvernement ni de Premier ministre, mais encore des dettes. Impossible de former un gouvernement de transition. Tour à tour, le leader de l'opposition, puis les parlementaires dissidents de Syriza n'ont pas su constituer une coalition. C'est donc un pari réussi pour Alexis Tsipras. Le 20 septembre se tiendront les 5e élections législatives grecques en 6 ans. En démissionnant, le leader de Syriza comptait sur cette situation pour asseoir sa majorité parlementaire. Un calcul politique que la Troïka est prête à justifier. Le Premier ministre Tsipras a annoncé ce jeudi 20 août sa démission afin d'ouvrir le processus d'élections législatives anticipées ces prochaines semaines.
La démarche d'Alexis Tsipras a sa logique. Le Premier ministre grec avait besoin de retrouver, ou plutôt de trouver, une majorité cohérente avec ses choix courageux. Des choix courageux, notamment le vote du douloureux plan de réforme qui a coûté à Tsipras sa majorité parlementaire et précipité sa démission. Mais cette instabilité politique n'inquiète pas les créanciers. Les eurocrates n'ont pas signé un accord avec le gouvernement Tsipras, mais bien avec la République grecque. Malgré le référendum et la ligne politique de Syriza, Alexis Tsipras reste le seul homme capable de faire appliquer les réformes. On rejoint tout de suite Ismaël Mereghetti, correspondant A24 News à Athènes. Bonjour. Que va-t-il se passer jusqu'au 20 septembre, jusqu'à la tenue des élections anticipées en Grèce ? Petit problème de connexion, on reviendra un peu plus tard. On retrouvera Ismaël Mereghetti un peu plus tard. On part en Turquie. Le président a convoqué des élections législatives anticipées. Le parti du président, l'AKP, ne disposant pas d'une majorité gouvernementale et suite à l'échec des tractations pour la constitution d'un gouvernement, Recep Tayyip Erdogan s'est vu dans l'obligation d'annoncer de nouvelles élections. Cyril. Et oui, alors pourquoi ces nouvelles élections, serez-vous tenté de me demander ? Bien parce que depuis les législatives du 7 juin dernier, Léonore, la Turquie est dans une impasse politique. Le parti d'Erdogan, l'AKP, vous l'avez dit, a perdu la majorité absolue au Parlement et que par conséquent, il a été contraint de trouver un partenaire avec qui il gouvernait, alors que lui régnait sans partage depuis 2002. Or, précisément, ce partenaire, eh bien, Erdogan, ou plus précisément l'AKP, ne l'a pas trouvé, ni avec les ultranationalistes, ni avec les sociodémocrates, ni même avec les pro-kurdes. Il avait 45 jours pour le faire, il ne l'a pas fait, donc Erdogan a annoncé hier la convocation d'un scrutin anticipé. Alors Cyril, avant de poursuivre, on va revenir vers Ismaël Mereghetti, notre correspondant à Athènes. Non, on va continuer avec vous, Cyril, excusez-moi. Donc, connaît-on la date du scrutin ? Oui, selon toute vraisemblance, c'est le 1er novembre prochain que les Turcs se rendront aux urnes. En attendant, que va-t-il se passer ? Eh bien, Erdogan va nommer un gouvernement de transition qu'il va très certainement confier à l'actuel Premier ministre Ahmet Davutoglu. Davutoglu a un gouvernement de transition jusqu'au 1er novembre prochain pour expédier les affaires courantes, tout simplement. Merci beaucoup, Cyril Amar. On va donc bel et bien retrouver Ismaël Mereghetti tout de suite à Athènes. Ismaël, que va-t-il donc se passer jusqu'au 20 septembre, jusqu'à la tenue d'élections anticipées en Grèce ? Vous m'entendez. D'ici vendredi, le président grec devrait donc nommer un gouvernement intérimaire chargé de s'occuper des affaires courantes, et ce jusqu'au 20 septembre, date des élections. Pendant ce temps-là, eh bien, les leaders politiques vont mener campagne. Tout d'abord, Alexis Tsipras, le Premier ministre démissionnaire, qui va tenter de raffermir ses soutiens politiques en mettant de côté ses détracteurs au sein de Syriza, notamment en les rayant des listes électorales pour reconstituer un socle parlementaire acquis à sa cause. Dans les urnes, il devrait faire face au grand parti de droite, la deuxième force du pays, qui malgré tout ne propose que la poursuite des mesures d'austérité de ces 6 dernières années, n'a plus vraiment le vent en poupe. Et puis d'un autre côté, il devra se confronter à un tout nouveau parti, l'Unité populaire, créé par les frondeurs de l'aile gauche de Syriza. Alors si cette fronde révèle la crise politique importante que traverse la coalition au pouvoir, son impact dans les urnes devrait être limité. À l'heure actuelle, le parti ne compte que 25 députés sur 300 et selon un sondage publié hier par le quotidien allemand Bild, Alexis Tsipras reste en tête des sondages. Donc la question devrait être de savoir s'il disposera ou non de la majorité absolue pour gouverner seul. Alors dans le cas où Alexis Tsipras ne serait pas réélu, y a-t-il un risque réel que l'application des mesures qui ont été prises et liées au plan de renflouement financier prenne du retard ? Alors, selon la constitution grecque, c'est le président de la Cour suprême qui doit assurer l'intérim à la tête du gouvernement. Actuellement, ce président est une femme, Vassiliki Fanou, 65 ans, réputée pour son engagement syndical et qui a par le passé déjà pris position contre les plans d'aide. Malgré tout, il y a fort à parier que la nature de sa fonction l'oblige à faire respecter les accords passés entre la Grèce et ses créanciers européens, accords qui devraient être menés à bien malgré l'instabilité politique. Déjà, la semaine dernière, les privatisations suspendues en janvier avec l'élection d'Alexis Tsipras ont repris et 14 aéroports régionaux ont été vendus à l'Allemagne. Il faut dire que la Grèce n'a pas vraiment le choix. Dès le mois d'octobre, les créanciers
Les Européens vérifieront l'avancée des réformes avant de débloquer une nouvelle tranche d'aide vitale pour l'économie du pays. Alors, dernière question, Ismaël. Autre crise, celle des réfugiés qui arrivent massivement dans le pays. Est-ce un nouveau point d'achoppement entre la Grèce et le reste de l'Union européenne ? Effectivement, au-delà de la crise économique, il y a cette crise migratoire. La situation est en effet dramatique en Grèce et n'a fait que s'aggraver ces dernières semaines. Les chiffres sont édifiants. Le seul mois de juillet a vu davantage de réfugiés débarquer en Grèce que toute l'année 2014. Alors, au cours de cette année 2015, il serait près de 150 000 originaires de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak à avoir atteint la Grèce, qui ne dispose que de quelques milliers de places d'accueil. Donc les autorités sont totalement dépassées et démunies face à cet afflux massif et la situation sanitaire devient critique. Face à cela, les Européens ont pendant longtemps été silencieux, laissant la Grèce gérer ces difficultés. Il semblerait que les choses évoluent petit à petit. Hier, François Hollande et Angela Merkel ont tous les deux réclamé une réponse commune de l'Europe et voulu mettre en place rapidement un droit d'asile unifié au sein du continent. Problème, les Européens restent divisés sur cette question de la répartition des réfugiés. Donc la sortie de crise semble très compliquée et risque de prendre du temps, alors même que des milliers de réfugiés continuent de débarquer en Grèce chaque jour. Merci beaucoup Ismaël Mereghetti. Le piratage d'Ashley Madison. À présent, vous vous souvenez, ce site de rencontre très particulière prend une tournure dramatique. La police canadienne enquête sur 2 suicides pouvant être liés au piratage de ce site de rencontre, donc extra-conjugale. Une action en nom collectif a également été lancée. Chloé Demoulin. L'affaire Ashley Madison prend de l'ampleur, des stars de la télé obligées d'avouer leur adultère, des responsables politiques niant en bloc et peut-être désormais 2 suicides. La police canadienne ouvre l'enquête. Ce piratage est l'un des plus grands commis dans le monde et il est unique en soi, puisqu'il a exposé des dizaines de millions de renseignements personnels, y compris des données de cartes de crédit. L'effet d'entraînement a et continuera d'avoir un impact social et économique à long terme. Depuis la divulgation de ces données, plusieurs utilisateurs auraient également été victimes de tentatives d'extorsion. La police canadienne a aussi révélé ce lundi comment les pirates The Impact Team avaient intimidé la maison mère d'Ashley Madison. Cette dernière, Avid Life Media, est basée au Canada. Avant de passer à l'acte, les pirates ont envoyé des messages de menaces à plusieurs de leurs employés, puis directement au PDG du groupe. Ainsi alerté et désireux de dénicher les responsables, Ashley Madison s'était alloué les services d'une compagnie privée d'investigation. En vain, le groupe offre aujourd'hui une récompense de plus de 300 000 $ pour retrouver les pirates. Voilà, à suivre dans un instant, retour sur la crise des déchets au Liban et ce mouvement Vous puez. La fronde prend du poids et les manifestants appellent à la démission du Premier ministre. On y revient juste après un journal présenté par Alzani. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous. Le pétrole enregistre donc un nouveau plancher historique. On vous le disait, matière première pourtant encore privilégiée par de nombreux pays, dont Israël. Israël qui achète 77% de son pétrole auprès du Kurdistan irakien. Mathias Inba. Israël serait-il impliqué dans la guerre des Kurdes Peshmerga contre l'État islamique? Indirectement, rapporte le quotidien britannique The Financial Times, qui chiffre à l'appui évoque la somme astronomique d'1 milliard de dollars d'importation de pétrole de la région kurde semi-autonome de l'Irak au cours des derniers mois. Cela correspondrait à 19 millions de barils de pétrole achetés par Israël entre les mois de mai et août. Le ratio est alors simple, sachant que la consommation moyenne est de 240 000 barils par jour en Israël. Le pays aurait acheté aux Kurdes environ 5 millions de barils par mois, soit 70% de sa demande globale. Les réactions de chaque côté n'ont pas tardé. Le gouvernement régional du Kurdistan a nié la vente de pétrole directement ou indirectement à Israël. La région du Kurdistan autonome possédant sa propre CPN, Compagnie nationale pétrolière, depuis décembre 2014, elle est autorisée par le pouvoir à Bagdad à exporter légalement et donc placer ses barils sur le marché international de l'or noir, à hauteur d'environ 550 000 barils par jour.
Le pouvoir kurde autonome estime de plus ne pas savoir la destination de ces barils à partir du moment où ces derniers sont livrés à des intermédiaires. À Jérusalem, le gouvernement se passe de tout commentaire. Une source proche du dossier nous a toutefois confirmé qu'Israël était en contact permanent avec les Kurdes, mais que le pays avait d'autres contrats commerciaux avec l'Azerbaïdjan, la Russie et certains pays d'Amérique latine. Selon la presse grecque, un pétrolier kurde irakien, le United Kavlarta, avait accosté en février 2015 dans le port d'Ashkelon avec 1 million de barils de pétrole brut à bord. Mathias Sinbar, bonjour. Bonjour. Alors comment expliquer qu'Israël achète autant de pétrole aux Kurdes? Écoutez, tout simplement pour sa propre économie et faire baisser le prix des barils de pétrole à l'importation. Car si Israël entretient d'excellents rapports et commerciaux avec l'Azerbaïdjan et la Russie, mais on le sait, depuis quelques mois, il y a des sanctions financières qui pèsent sur le Kremlin et donc son allié azéri. Et donc Israël a cherché à passer, si vous voulez, par une autre voie. Et donc à partir de ce moment-là, on le sait, le Kurdistan irakien entretient de bons rapports avec Israël, sauf que, effectivement, comme je le dis dans le reportage, le Kurdistan est autorisé par Bagdad depuis décembre 2014 à vendre son propre pétrole, mais n'est pas autorisé par Bagdad à le vendre à Israël. Et le Kurdistan a profité tout simplement du no man's land sécuritaire et politique qui règne à Bagdad pour prendre la peau d'escampette et vendre ses barils de pétrole à Israël, sachant quand même tout de même que les Azéris veulent de la liquidité, veulent des armes et des technicités en provenance d'Israël et donc devraient s'aligner sur le prix fixé par les Kurdes. Alors au-delà de l'aspect économique, on imagine qu'il y a aussi des conséquences géopolitiques. Le Kurdistan est toujours fait partie de l'État irakien, on le sait, et l'Irak n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a eu une pression du Kurdistan auprès des États-Unis, par exemple, pour ne pas qu'un bateau kurde partant des États-Unis aille en direction de la Syrie. Donc tout est impliqué, bien évidemment, au Proche-Orient. Il n'y a pas de situation facile, la situation est complexe. En revanche, il y a des relations étroites, politiques et sécuritaires entre Israël et les Kurdes. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a un intérêt commun à ce que les Kurdes vendent du pétrole à Israël parce qu'il y a une lutte commune ou indirecte plus exactement contre l'État islamique. Les Kurdes Peshmerga se battent contre l'État islamique, ce qui fait ce qui intéresse Israël dans sa lutte contre les djihadistes. Les Kurdes se battent également une partie des Kurdes contre le gouvernement turc et pourtant on parle également du rôle implicite de la Turquie. Oui, parce qu'il y a une grande différence. Israël fait cette différence, la Turquie également. Il y a une grande différence entre les Peshmerga kurdes du nord d'Irak et le PKK. Et donc, les Turcs ont un intérêt commun, effectivement, à ce que les Kurdes vendent leur pétrole, les Kurdes aillent bien politiquement et économiquement. Et d'ailleurs, c'est important de le souligner, ces barils de pétrole kurdes vers Israël sont passés par des pipelines turcs. Et donc, on le sait, ces dernières semaines, on a ressenti un certain rapprochement entre Recep Tayyip Erdogan et le pouvoir à Jérusalem. Et si ce rapprochement a pu avoir lieu, c'est qu'il y a eu un rôle presque d'arbitrage, entre guillemets, de la part des Kurdes, via leur baril de pétrole vers Israël. Merci beaucoup, Mathias. Au Liban, le rassemblement prévu hier à Beyrouth dans le scandale du ramassage des ordures a été annulé par crainte de nouvelles violences. Il y a 2 jours, un manifestant est mort et des dizaines d'autres ont été blessés lors d'affrontements avec la police. Regardez ce sujet, signé Maxime Perez, on en reparle juste après. Beyrouth portait ce lundi les séquelles des violentes manifestations du week-end. Dans le centre-ville, ces agents municipaux s'efforcent de faire oublier les traces du champ de bataille. Ces barricades sont démantelées jusqu'à la prochaine manifestation. Une accalmie mise à profit par le ministre de l'Intérieur libanais Noad Machnouk en tournée d'inspection pour constater les dégâts et tenter d'affirmer au passage l'autorité d'un gouvernement de plus en plus contesté et impuissant. En aucune circonstance, nous ne laisserons les manifestants pénétrer de force dans des immeubles gouvernementaux. S'ils veulent protester, qu'ils se coordonnent avec les forces de sécurité et qu'ils définissent la zone où ils veulent manifester. Nous les protégerons et les laisserons scander ce qu'ils veulent, à condition qu'ils ne s'en prennent pas à nos forces de sécurité ou à nos institutions. Riyad El Sol avait dimanche soir des allures de place Tahrir, un avant-goût de contestation qui dépasse largement la crise des déchets. Le mouvement cristallise les frustrations d'une jeunesse dégoûtée par une classe politique qu'elle juge responsable des blocages institutionnels
et incapable de répondre aux besoins les plus élémentaires de la population, dont les déchets ne sont que le dernier symbole. Une grogne sur fond de tensions sécuritaires dues à la guerre syrienne et des difficultés économiques. D'ailleurs, l'armée n'a pas tardé à se déployer dimanche soir dans plusieurs artères de Beyrouth. La rue libanaise est divisée. Je soutiens le mouvement, il fallait que ça arrive. On n'a pas d'eau et d'électricité et maintenant personne ne ramasse nos ordures. Ce qui se passe aurait dû se dérouler depuis longtemps. Nous soutenons la population, mais nous sommes contre les fauteurs de troubles qui se joignent aux manifestations et qui commettent ces violences. Notre pays a déjà assez de problèmes. Des jeunes voyous qui seraient arrivés des quartiers sud de Beyrouth sous influence du Hezbollah. Une partie de la presse libanaise pointe un doigt accusateur en direction de l'Iran, suspecté une nouvelle fois de vouloir déstabiliser le pays du Cèdre. Dans le camp du 8 mars pro-occidental, certaines voix agitent le chiffon rouge et mettent en garde contre les risques de nouvelles tensions intercommunautaires. Voilà, et sachez qu'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres va se tenir ce matin au Liban autour bien sûr de la crise des ordures, une crise qui cache une autre crise politique. Depuis plus d'un an, le Liban n'a pas de président, Cyril. 24 tentatives, 24 échecs, Éléonore, depuis que le mandat de Michel Slimane a expiré, l'ancien président de la République libanaise, c'était il y a plus d'un an, et bien les Libanais ne sont toujours pas parvenus à désigner un nouveau chef de l'État. Alors c'est pas la première fois que le Liban connaît une telle vacance présidentielle, mais tout de même, c'est la période la plus longue sans locataire du palais de Baabda à Beyrouth, et ça commence à faire long. Alors pourquoi ça bloque? Eh bien parce que pour désigner le président de la République, vous savez, selon le partage traditionnel dans ce régime multiconfessionnel, pour désigner le président de la République, il doit être un chrétien maronite, alors que le Premier ministre, lui, est un musulman sunnite et que le président du Parlement est un musulman chiite. Eh bien, il faut réunir un quorum de 2/3 des 128 députés du Parlement. Or, eh bien, aucune des coalitions au sein du Parlement ne parvient à s'entendre sur l'identité du prochain chef de l'État. Deux coalitions qui s'affrontent et qui soutiennent tous les deux candidats différents. La coalition du 8 mars d'abord, ou aussi appelée le bloc du 8 mars, dont la composante majeure est le Hezbollah, chiite, et donc pro-iranien, pro-syrien. Son candidat, c'est un chrétien maronite, l'ancien général Michel Aoun, président du courant patriotique libre. Et puis en face, il y a la coalition du 14 mars, dite aussi coalition du futur, emmenée elle par Saad Hariri, vous savez, c'est l'ex-premier ministre, fils de Rafik Hariri, assassiné il y a plus de 10 ans selon toute vraisemblance, par les autorités syriennes. Son candidat à ce courant du 14 mars, eh bien, c'est Samir Jaja, un chrétien maronite également, ancien membre des Phalanges. Alors, deux blocs qui sont soutenus par des acteurs extérieurs, et c'est là où on comprend toute l'importance du conflit syrien dans les enjeux politiques, de politique intérieure libanaise. Deux géants, les deux géants de la région, à savoir l'Arabie Saoudite qui soutient Hariri et l'alliance du 14 mars, et l'Iran qui soutient de son côté le Hezbollah chiite, et donc l'alliance du 8 mars. Les deux géants qui mènent une guerre par procuration sur le territoire libanais, ou plus précisément sur le territoire syrien, mais qui déborde sur le territoire libanais. Alors dans cette guerre, les chiites ont le vent en poupe au Liban, dernièrement. Les chiites et leurs alliés pro-iraniens au Liban, effectivement, ont été dopés, si on peut dire, par l'accord trouvé sur le nucléaire iranien. Rappelez-vous, c'est au Liban que le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a décidé de se rendre pour sa première visite officielle après la signature de l'accord. Une petite note d'optimisme quand même pour finir. C'est le seul pays, je dis bien le seul pays arabe au Liban, où sunnites et chiites ne s'entretuent pas, en tout cas pour le moment. Merci beaucoup, Cyril Amar. Jérémy Corbyn, nouvel espoir du Parti travailliste britannique. Ce presque septagénaire est donné favori dans les sondages pour la course à la tête du Labour Party. Il prône un programme anti-austérité et se dit proche des partis de gauche Syriza et Podemos en Grèce et en Espagne. Alors Dror Even-Sapir, bonjour. Qui est véritablement ce Jérémy Corbyn qui a le vent en poupe d'un an? Vous l'avez dit, il a 66 ans, il est député depuis déjà plusieurs décennies d'un quartier très pauvre de Londres, membre de l'aile gauche du Parti travailliste, et si vous voulez, sur toutes les questions, en fait, ses positions le classent à gauche, non seulement de son parti, mais à gauche de toute la social-démocratie européenne. Il est écologiste, il est anti-austérité, c'est évident, il est contre le nucléaire, il est pour la régularisation des sans-papiers, des immigrés illégaux, il est pour le droit des femmes, il est également au Moyen-Orient pour la cause palestinienne, de manière assez radicale, on y reviendra peut-être, un véritable catalogue, Éléonore, des positions les plus radicales de la gauche. Et puis ce vieux monsieur
qui a l'air un petit peu comme ça hors courant, eh bien, est en passe de devenir le prochain président du Parti travailliste. On aura les résultats le 10 septembre et il a le vent en poupe, il est en tête dans les sondages. Ouais, les jeunes le qualifient même de vintage, drôle de mot pour qualifier un homme politique. Alors ce succès de Jeremy Corbyn, personne ne l'a vu venir, comment on l'explique en Grande-Bretagne? Vous l'avez un petit peu évoqué, les jeunes, je cite l'un de ces jeunes partisans, il est tellement démodé qu'il en est cool. On va voir peut-être plusieurs témoignages de jeunes partisans justement de Corbyn. Il est capable de trouver un langage commun avec les jeunes parce que c'est un politicien de conviction. Je pense que beaucoup de jeunes se sont désengagés de la politique et je crois qu'il est quelqu'un sur qui les jeunes peuvent compter. Ce n'est pas la politique de la jalousie, ni de la peur. C'est la politique de l'espoir. Et c'est quelqu'un dont je pense sérieusement qu'il a ses chances au Parti travailliste. J'ai 12 ans et je suis une grande fan. Voilà, donc des fans de 12 ans, beaucoup de gens de couleur d'ailleurs, de minorité dans l'entourage de Jeremy Corbyn, c'est pas un hasard, il est soutenu également par les syndicats, et puis les jeunes, des gens pour qui l'Union soviétique et les dictatures communistes, eh bien, c'est dans les livres d'histoire en fait, ils n'ont pas vécu cette menace et donc ils peuvent plus facilement adhérer pour un candidat radical, d'autant plus que les anciens leaders du Parti travailliste, Ed Miliband, Tony Blair bien évidemment, Gordon Brown, eh bien, avaient du mal, d'après ces jeunes, à se différencier de la droite et des conservateurs. Il est attaqué, Corbyn, sur le fait qu'il n'est pas un phénomène de mode, adoubé par les jeunes générations, et voilà sa réponse. Je pense que ce serait bien si, au lieu de faire des commentaires acerbes sur notre campagne et sur les personnes qui la rejoignent, jeunes et vieux, les gens se penchaient sur certaines des questions politiques que nous mettons en avant. L'environnement, le logement, la santé, les femmes, l'environnement, l'économie, la politique étrangère. Justement, en politique étrangère, ses positions sur le Moyen-Orient tranchent nettement avec celles de la classe politique britannique. On n'a jamais vu aucun leader en Grande-Bretagne, que ce soit du Parti conservateur ou du Parti travailliste, qualifier des dirigeants du Hamas et du Hezbollah d'amis. C'est véritablement inédit presque dans la vie politique britannique, en tout cas à ce niveau de responsabilité. Si effectivement il parvient à la présidence du Parti travailliste, il est très très pro-palestinien, c'est une évidence. Il est proche des mouvements qui prônent le boycott d'Israël. Donc véritablement, s'il parvient à la présidence du Parti travailliste, ce serait une mauvaise nouvelle pour Israël. Mais un mot quand même sur la dimension un petit peu internationale. Les primaires démocrates sont en train de se dérouler aux États-Unis, et puis le candidat qui gagne du terrain un petit peu sur Hillary Clinton, il s'appelle Bernie Sanders. Lui aussi, c'est un représentant de la vieille génération. Et dans le contexte américain, c'est peut-être ce qui se fait de plus à gauche. Bernie Sanders, donc un petit peu l'équivalent de Corbyn aux États-Unis. Il y a eu également l'émergence, bien évidemment, du Syriza en Grèce, du Podemos en Espagne. Donc on a un petit peu l'impression que dans la gauche radicale, certaines choses se réveillent, mais avec des recettes quand même un petit peu des vieilles recettes qu'on connaît déjà. Et encore une fois, c'est pas un hasard si les nouvelles générations ont tendance à adopter ce genre de recettes, parce qu'elles n'ont pas été marquées par l'expérience soviétique et par la confrontation avec le rideau de fer et avec les dictatures de l'ancien bloc de l'Est. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Dismaland ou l'anti-Disneyland, c'est dans un instant. Restez avec nous. Voici le nouveau parc d'attractions le plus décevant de Grande-Bretagne, comme le définit son inventeur, l'artiste Banksy. Après des mois de travail dans le plus grand secret, le voile a finalement été levé. On en reparle dans un instant. L'UNESCO parlait hier de crimes de guerre pour qualifier le dernier méfait du groupe État islamique en Syrie, le dynamitage dans des temples principaux du site archéologique de Palmyre, le qui poursuit ses destructions sous les yeux de la communauté internationale. Océane Nicole. L'EI continue ses exactions en Syrie. Ce lundi, des djihadistes du groupe État islamique ont fait exploser un des plus célèbres temples de la cité antique de Palmyre. Et cette nouvelle destruction est celle du temple Bal-Shamin, un des sanctuaires les plus importants du site. Le directeur général des antiquités et des musées de Syrie a annoncé que les djihadistes avaient placé un grand nombre d'explosifs dans le bâtiment avant de le faire exploser.
L'édifice est en grande partie détruit. C'est un nouvel acte de destruction insensée d'un héritage culturel dont nous sommes témoins depuis plusieurs mois maintenant. Cela ne se passe pas seulement en Syrie, mais aussi en Irak, et c'est un sentiment de dégoût qui domine et un choc complet pour tous. En mai dernier, les terroristes de l'EI avaient pris la ville de Palmyre aux forces du régime syrien. Ils avaient alors commis plus de 200 exécutions dans le théâtre antique du site. Le mois dernier, la statue du lion d'Athéna, un symbole phare pour la ville antique, avait également été détruite. Mais le carnage ne s'était pas arrêté là. L'État islamique avait transformé le musée en tribunal et en prison, avant d'assassiner dans ce même lieu l'ancien responsable des antiquités de la ville syrienne. Les terroristes avaient même exposé le corps mutilé en public. L'EI considère en effet les œuvres religieuses pré-islamiques comme de l'idolâtrie, le premier péché dans la religion de l'islam. Depuis le début du conflit syrien, il y a 4 ans, plus de 300 sites historiques syriens ont déjà été endommagés par l'État islamique. Cette nouvelle attaque renforce encore davantage les craintes internationales qui assistent impuissantes à la destruction de ce site classé au patrimoine de l'humanité. Maurice, on va parler avec vous de cette nouvelle vidéo choc du groupe État islamique. On y voit un petit garçon en train de décapiter son ours en peluche. Effectivement, Éléonore, un petit enfant de 2 ans, et l'imagination des vidéastes de Daesh est sans limite. Cette fois-ci, c'est donc un enfant qui décapite son nounours en peluche à l'aide d'un couteau et devant un drapeau de l'État islamique. Tout cela sous les encouragements d'un homme derrière la caméra. Regardez. تكبير تكبير وشالت وصالات بهذا استحالت لظى مسعرا تنظر الرصاص وجاء لنا المرهفات رضاب البواسم الله أكبر الحق حين التصادم فنحن الأسود الحماة الضياء. Une vidéo terrible. Éléonore, c'est pas la peine de préciser que le couteau est vrai, c'est pas un jouet. Les images ont été partagées donc sur Twitter par un abonné affirmant ouvertement ses sympathies au djihadisme. Sur son profil, Ibrahim se décrit comme un islamiste suprématiste, radical et fondamentaliste, intitulé Le fils d'un moudjahidine. La vidéo a été mise en ligne sur YouTube ces derniers jours. Alors, c'est pas la première fois que le groupe État islamique utilise des enfants pour nourrir sa propagande. Oui, l'État islamique diffuse de nombreux enregistrements montrant l'embrigadement et l'entraînement militaire d'enfants dans ces centres en Syrie. Regardez l'une de ces vidéos où un enfant de pas plus de 7 ans explique à son instructeur qu'il veut égorger les infidèles. On regarde. Abdullah, qayerdan keldin? Kazakhstan. Mashallah. Qay жердесің sen? İslam Halifat. Mashallah. Ne istеп жатсың? Muaskeriyen. Mashallah. Amырың кім сен? Abu Bakr Baghdadi. Mashallah. Өскесін кім боласың sen? Ben öskensin inşallah kafirler sindirdi. Bağızaytın mücahit balam. Mashallah. Voilà, ces enfants sont recrutés dans le cadre d'un programme nommé les Lionceaux du Califat, un programme destiné à former la relève, les futurs combattants du djihad. Le programme débute à 8 ans et à 15 ans, les enfants deviennent de véritables combattants salariés. Selon les estimations, il y aurait 5 camps de ce type en Syrie. Le plus grand regroupe environ 200 à 300 enfants. Alors, après la formation, il y a bien sûr le passage à l'acte. Le passage à l'acte, l'État islamique a recours à ces enfants pour tenir des barrages ou collecter des renseignements dans les zones qui sont hors de son contrôle, mais les plus téméraires ont pour mission d'exécuter des prisonniers, en quelque sorte des enfants bourreaux. On connaît le cas notamment de cet enfant de 10 ans qui abat froidement 2 Russes accusés d'espionnage, de ces adolescents qui exécutent 25 soldats syriens dans l'amphithéâtre de la cité antique de Palmyre, les images qu'on vient de voir, ou encore de cet élève toulousain chargé d'exécuter un otage arabe israélien. Regardez ce que ça donne. Les jeunes lions du califat vont tuer ce que le Mossad imbécile a envoyé pour espionner les moudjahidines et les musulmans.
On voit ces enfants très jeunes. Hein. Oui, enfin pour compléter cette réalité macabre, un chiffre qui fait froid dans le dos. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 52 enfants soldats ont été tués depuis le début de l'année en Syrie, tous âgés de moins de 18 ans. Merci beaucoup Maurice Fergan. En Israël, les découvertes archéologiques sont fréquentes et dans un pays où la tradition biblique est aussi présente, les recherches concernent toutes les religions, y compris l'islam, avec cette découverte dans le nord du pays. Reportage Meraf Savir avec Joseph Emmanuel. Ces ruines étaient il y a 1300 ans le palais d'un calife omeyyade. Nous sommes à Khirbat al-Minya, sur la rive nord du lac de Tibériade, en Israël. Dans les années 30, des inscriptions ont été découvertes sur les portes. Ces inscriptions indiquent que le bâtiment a été construit par un commandant appelé Fidel al-Walid. C'est une équipe d'archéologues allemands qui découvre Khirbat al-Minya dans les années 30. Le site est alors une propriété de l'Association allemande de la Terre Sainte. Aujourd'hui, l'Allemagne et Israël mettent en commun leurs efforts avec un objectif, préserver le site de l'usure du temps. Il existe une très longue histoire qui lie l'Allemagne et ce site archéologique. Nous avons une responsabilité, ce sont des chercheurs allemands qui ont découvert l'endroit il y a bientôt 80 ans. Il est normal que ceux qui mettent à jour un site soient également responsables de sa préservation une fois les fouilles terminées. Nous voulons avant tout empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur de la structure. Ensuite, nous souhaiterions nous occuper de l'architecture puis de la préservation des pierres elles-mêmes. Le projet de préservation devrait commencer dans les prochains mois. Il durera quelques semaines. L'université hébraïque de Jérusalem prenait une part importante lors des fouilles de 2005. Le docteur Katia Citrine faisait alors partie de l'équipe d'archéologues. Quand on visite ce genre de site, on a besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination. Derrière ces murs, nous pouvons apercevoir l'alcôve de prière appelée Mishrab. Ce qui est intéressant ici à Minya, c'est qu'il s'agit d'un des endroits les plus abîmés. On peut clairement voir les traces de tremblements de terre. Car la terre a souvent tremblé en cet endroit. Le docteur Citrine pense que le séisme de l'année 1033 acheva de détruire le palais. Il s'agit là d'un fourneau qui appartenait à Khirbat al-Minya quand cet endroit était une usine de production de sucre. Cette production aurait commencé pendant la période des croisades et nous pouvons ainsi dire que Minya a participé à la révolution industrielle. Révolution industrielle, mais également révolution culturelle. Dans tout cet endroit, on a découvert des mosaïques, chacune unique. Elles sont là, juste en dessous. L'archéologie qui touche à la civilisation islamique est encore peu développée. Mais pour les visiteurs, il est aussi important de se souvenir que cet endroit fait partie de l'histoire. Le public doit comprendre qu'il s'agit là d'une partie de l'héritage culturel d'Israël et les gens devraient s'en préoccuper, demander plus d'explications et d'accès à des informations sur chacun de ces sites. Pour le docteur Citrine, la chose la plus importante est de continuer les fouilles, chercher encore et encore, pour enfin mettre à jour toutes les merveilles qui dorment sous notre sol depuis plus de 1000 ans. Voilà, Rudy Saada, bonjour. On va parler avec vous d'une sorte de parc d'attractions désenchanté, le parc d'attractions le plus décevant du monde, comme le qualifie son artiste, son inventeur. Hein. Il s'agit de Banksy, de rue Banksy. Banksy, c'est le plus célèbre, mais aussi le plus mystérieux artiste contemporain. Alors, si vous ne connaissez pas Banksy, sachez que personne, justement, ne connaît son visage. La seule chose qu'on sait de cet artiste qui travaille dans les rues du monde, c'est qu'il est né à Bristol, en Angleterre, il y a 41 ans, et que depuis le début des années 2000, il dénonce la société de consommation. C'est un artiste très secret et c'est justement avec cette culture du secret qu'il a monté ce parc éphémère que vous voyez, qui va rester ouvert pendant 5 semaines jusqu'au 27 septembre dans une station balnéaire elle-même tombée en désuétude à une trentaine de kilomètres de Bristol. Alors au programme, les œuvres de 58 artistes contemporains autour d'un but, faire de Disneyland, c'est le nom de ce parc, le parc d'attractions le plus sinistre du monde. Et force est de constater que dans le registre de la déprime,
c'est une véritable réussite. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce parc? Alors je vais vous emmener pour une petite balade un petit peu lugubre. Alors déjà à l'accueil, tous les employés du parc sont coiffés de très sympathiques oreilles de Mickey et ont reçu pour instruction très stricte de paraître absolument dépressif, comme vous le voyez donc sur ces images. Alors ensuite vous vous baladez dans des œuvres de très bon goût qui ont tout un point commun. Ces œuvres, elles doivent dénoncer, voire crier la cruauté du monde, voire l'absurdité de la société dans laquelle nous vivons. Alors exemple avec, on va voir cette petite mare sur laquelle flotte quoi? Des bateaux de migrants désespérés. Vous remarquez donc des corps qui flottent et des corps d'enfants morts qui refont surface. On va le voir dans un instant. Voilà le genre d'œuvre. Alors aussi voilà, au chapitre bon goût, ce carrosse de Cendrillon accidenté et entouré de paparazzi avec des flashs. L'allusion évidemment à l'accident de Lady Diana est évidente. Et puis si vous avez une petite faim, eh bien le parc vous propose un hot dog gratuit si vous arrivez à deviner de quelle viande il s'agit dans votre hot dog en fait. Alors c'est si déprimant que ça de visiter ce parc? Oui, c'est déprimant, mais c'est aussi un merveilleux moment d'art contemporain, de street art. On écoute justement Evan Preco qui est critique d'art et qui a visité ce parc. Je pense que c'est une occasion assez unique parce que ces artistes ne sont pas réunis dans le même endroit, pas même dans des musées ou des galeries. Il y a un vrai mélange des arts ici, notamment avec une partie de l'art politisé. Et puis bien sûr, il y a le roi de ce groupe, Bansky, qui réunit tous ces artistes ici. C'est grandiose. Voilà, Rudy, merci beaucoup pour cette petite visite. Sachez quand même que les gens qui, même si on vous dit have this small day, c'est-à-dire passer une journée lugubre, eh bien, contre toute attente, les gens sortent de ce parc avec le sourire, car ils ont le sentiment d'avoir réfléchi dans ce pastiche de parc d'attractions. Et sachez aussi que voilà, c'est une des plus grandes expos à ciel ouvert qu'on ait eu en termes d'art contemporain. Qui s'est préparé dans le secret d'ailleurs pendant des mois, puisque rien n'a filtré. Et sur le message que voulait donner l'artiste, c'est justement d'encourager, ce n'est pas dénoncer Disneyland comme on pourrait s'y attendre, non, c'est de simplement demander au parc d'attractions d'aborder des thèmes plus sérieux comme le fait ce Disneyland. Donc ça se passe au sud de l'Angleterre, à Weston-super-Mare, une trentaine de kilomètres de Bristol, là même où l'artiste allait à la piscine quand il était jeune. Merci beaucoup, Rudy Saada. Naissance exceptionnelle au zoo de Washington ce week-end. Des bébés pandas géants sont venus au monde après l'insémination d'une femelle, un événement extrêmement rare en captivité. Joseph Emmanuel. C'est accroupi dans sa cage que Mei donne naissance à 2 bébés. Mei est un panda géant de 17 ans. Elle vit dans le zoo de Washington. Il y a 2 ans, elle a accouché du petit Bao Bao, devenu depuis la coqueluche des visiteurs. Cette fois, Mei a été inséminée artificiellement avec la semence d'un panda géant vivant en Chine. C'était en avril dernier. Aujourd'hui, le directeur du zoo affirme que l'accouchement s'est bien passé. Nous avons pu observer des mouvements de la queue ou des signalements de la queue. Il y a eu évidemment des moments où elle s'est accroupie et elle a accouché des bébés comme il faut, les a ramassés correctement. Il y a 3 ans, Mei a accouché d'un bébé qui allait mourir après 6 jours. Le premier mois est une période très sensible chez ce mammifère. Le bébé s'est exprimé et nous a montré tous les signes prouvant qu'il est en bonne santé. La maman est une excellente mère. On connaît déjà le prénom de l'un des bébés. Il s'appelle Rose, même si l'on ne connaît pas encore son sexe. Les 2 ont la taille d'une souris adulte. Les naissances en captivité sont rares pour cette espèce considérée comme une espèce en danger. Avec sa fourrure moelleuse comme celle d'une peluche, ses mouvements espiègles et une façon de mastiquer semblable à la nôtre, le panda géant fascine. Il serait moins de 2000 à vivre encore en liberté. Dans la nature, ce mammifère géant, proche de l'ours par sa génétique, se nourrit exclusivement de bambou. L'une de ses nombreuses particularités est de posséder 6 doigts, mais plus qu'une particularité physique, le panda géant est pour le public un symbole d'amitié et de paix.
Voilà donc pour finir une bonne nouvelle, la naissance de ces 2 bébés pandas. Merci beaucoup Rudy Sada et merci Maurice Ifergan d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dès demain, même heure, même endroit pour un nouveau morning. En attendant, restez sur i24 News. La suite de vos programmes, c'est dans un instant. Excellente journée à tous.